Laurence, c'est à vous. Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Florence Thune, je suis la directrice générale de SIDAction. Alors bienvenue à la 9e édition de la convention SIDAction, alors qui, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, est organisée tous les 2 ans ou presque, normalement à l'Hôtel de Ville de la mairie de Paris. Une convention donc un peu spéciale cette fois-ci pour 2021, un peu spéciale comme beaucoup d'événements depuis plus d'un an à distance évidemment et sous un format un peu moins dense pour vous permettre aussi de prendre, de respirer et de pouvoir aussi vous éloigner des écrans de temps à autre. Alors, reprendre la main, tout est dans le titre de cette convention. Hein, on veut vraiment aller de l'avant et lutter contre l'épidémie de VIH qui nous occupe depuis 40 ans. On aura largement l'occasion d'y revenir. Alors, donc, une convention qui va se dérouler donc en 3 après-midi avec une soixantaine d'intervenants qui partageront donc avec nous leur grande expérience, leur savoir-faire et qui vont aussi nous aider à mieux répondre aux défis qui nous attendent dans les mois à venir et dans les années à venir, bien entendu. Un format de convention aussi qui nous permet d'accueillir plus de participants parce que d'habitude, voilà, certaines personnes ne pouvaient pas venir jusqu'à Paris. C'était aussi un coût important. Vous êtes aujourd'hui 511 inscrits à cette convention. Vous venez de différents pays francophones de France et d'Afrique subsaharienne. Et bien sûr, nous sommes vraiment ravis de vous savoir présente derrière vos écrans, même si c'est un petit peu intimidant, même si on ne voit pas évidemment tout le monde. Alors, je souhaiterais évidemment remercier toute l'équipe de SIDAction qui s'est vraiment investie dans la préparation de l'organisation de cette convention, avec un merci spécial à Nicolas Gâteau et à Jennifer Coubard, qui ont coordonné tout cela de main de maître avec tout le stress qui est lié à l'organisation de ce type d'événement. Et puis bien sûr, un grand merci à tous les participants et à tous les intervenants que l'on va entendre au cours de ces 3 jours. Alors, sans plus attendre, j'ai donc le plaisir de bientôt donner la parole à notre première intervenante, Madame Anne Souiris, qui donc est adjointe à la maire de Paris, Madame Hidalgo, en charge de la santé publique, des relations avec la PHP, de la santé environnementale, de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques. Alors, nous avons tenu, malgré un format donc à distance, à cette traditionnelle ouverture par une personnalité de la mairie de Paris. Mairie de Paris que je remercie donc bien sûr au-delà de cet accueil traditionnel réservé à SIDAction depuis tant d'années et un remerciement pour son soutien historique, son appui financier aux programmes qui sont menés par les partenaires associatifs de SIDAction, notamment au Burundi, en Roumanie et au Burkina Faso. Pardon. Donc voilà, Anne, Madame Souris, c'est à vous. Merci beaucoup et merci pour votre confiance. Madame la directrice Bianima, Madame Barré Sinoussi, Monsieur Didier Artaud, Monsieur Rodrigue Kofi et puis Madame la directrice, chère Florence Thune. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment pour nous extrêmement important à la ville de Paris d'ouvrir cette conférence. Pourquoi? Parce que ceci d'action pour nous, c'était vraiment le symbole, ça a toujours été le symbole de l'action, le combat collectif et qui a pu faire bouger des montagnes de la lutte contre le sida. Donc oui, nous n'avons pas pu vous recevoir, j'allais dire pour de vrai cette année comme l'année dernière. J'espère que l'année prochaine, ce sera le cas. Néanmoins, on a beaucoup tenu à être avec vous une fois encore, et nous le serons donc encore les années qui suivent, jusqu'à, j'espère, que nous voyons la fin du sida arriver. J'espère que ce sera bientôt, parce que nous avons de plus en plus d'outils, de plus en plus de possibilités. Moi, je me souviens, vous savez, il y a 40 ans, des premiers cas de VIH qui arrivaient aux États-Unis, qui étaient répertoriés avec une grande émotion, avec une grande inquiétude à l'époque, où on a eu traversé après des moments de grand désespoir, de moments de colère aussi, bien sûr, et qui maintenant peuvent se transformer en un espoir réel et vraiment, je dirais, circonstancié, puisque nous avons des outils scientifiques, que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes aussi d'énergie qui sont toujours là, parce que tous ces combattants du sida que vous êtes, que nous sommes
tous là, ici, mais aussi bien au-delà du SIDAction, dans tous les pays du monde, eh bien, sont restés là avec cette vigilance qui ne peut pas, du coup, qui ne fait pas mourir ce combat. Parce qu'on a eu, à un moment donné, la peur de rester dans une atmosphère peut-être de résignation. Eh bien, maintenant, je crois qu'on en est loin. Je crois que tout le monde a compris qu'il y avait des solutions. Et je pense que le fait de ne pas baisser les bras, je crois que c'est vraiment le sujet de ce site d'action-là. Eh bien, on y est. On y est parce que on voit d'abord de plus en plus, nous, par exemple, nous avons la PrEP qui permet de pouvoir vraiment, peut-être pas éradiquer le VIH, mais en tout cas qui nous permet de pouvoir beaucoup diminuer les contaminations. Et quand on voit qu'en France, eh bien, enfin, un médecin généraliste va pouvoir prescrire la PrEP en ville, c'est évidemment une avancée. Nous avons, vous savez, à Paris, nous avons souhaité depuis toujours, depuis que le sida existe, mais même avant, mais en tout cas depuis que le sida existe et depuis que, en tout cas, d'abord M. Delanoë, puis Mme Hidalgo est présente à Paris, souhaiter que ce soit une ville inclusive, une ville qui doit appartenir à quiconque y vit, y passe, y voyage. C'est une ville cosmopolite, trépidante, à l'aise avec la modernité et le progrès. Et c'est une ville où les communautés les plus exposées au VIH doivent trouver ce qui est nécessaire pour vivre pleinement, à savoir l'accès aux droits, aux soins et à la prévention. Une ville sans discrimination, à savoir safe, que l'on soit lesbienne, gay, bi, trans, migrant ou migrante, usager ou usagère de drogue, travailleur, travailleuse du sexe. C'est la philosophie de notre stratégie. Vous le savez, avec Paris sans sida, nous avons décidé d'atteindre l'objectif des 95-95-95, à savoir que d'ici 2030, 95% des personnes connaissent leur statut sérologique, 95% des personnes séropositives aient accès au traitement et 95% des personnes traitées aient une charge virale indétectable, bref, que l'infection soit sous contrôle. Notre stratégie s'appuie donc sur la lutte contre toutes les discriminations et le déploiement de toute la panoplie des moyens de dépistage et de prévention. À titre d'exemple, nous avons expérimenté une offre de dépistage universellement gratuite, à savoir que qu'on dispose ou non de droits ouverts, tout le monde a accès à ce dépistage dans tous les laboratoires de Paris avec la Caisse d'assurance maladie de Paris et l'Agence régionale de santé. Une étude a montré que cette nouvelle offre a contribué à une augmentation nette du dépistage du VIH de l'ordre de 20 000 tests à Paris, plus 16,8%, et nous espérons dans les mois qui viennent une généralisation à la France entière. Par ailleurs, nous soutenons les porteurs de projets communautaires, que ce soit à Paris, en finançant pour plus d'1 million d'euros, vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Thune, une vingtaine d'associations, et ou à l'international en octroyant 1,7 million d'euros pour près d'une trentaine de projets. À cet égard, dans le cadre de notre politique de subvention des projets à l'international, nous apportons une attention particulière aux femmes qui ont été souvent et qui sont encore tellement oubliées du système de santé, de recherche, qu'il est particulièrement important aussi d'y prêter une attention majeure, qu'elles soient les bénéficiaires directs, qu'elles en soient les bénéficiaires directs ou indirects. Les projets doivent intégrer la problématique du VIH dans les actions du planning familial et de santé sexuelle, la prise en compte des violences basées sur le genre comme facteur d'exposition au VIH, le renforcement de l'accès aux droits des femmes. L'objectif recherché est la meilleure égalité dans l'accès aux soins, la réduction des inégalités dans les rapports sociaux, la déconstruction des représentations sur les sexualités et la place de chacune, le renforcement de l'autonomie des femmes, tout en favorisant la participation des hommes, bien sûr, dans les projets de lutte contre le VIH-Sida.
Dans le même temps, nous devons continuer à innover. En effet, en 2020, le monde comptait ainsi 37,6 millions de personnes vivant avec le virus, dont 1,7 million d'enfants. En France, les personnes séropositives sont entre 130 000 et 160 000, dont 25 000 ne sont pas encore diagnostiquées. En 2018, à Paris, la surveillance épidémiologique a mis en évidence une baisse de 16% des nouveaux diagnostics d'infection VIH par rapport à 2013. Baisse plus marquée que celle des chiffres nationaux, mais inégale entre les populations. Elle s'est amorcée en 2013 et est forte pour les HSH nés en France. En revanche, pour les personnes nées à l'étranger, la situation est différente. Augmentation chez les HSH, stabilité chez les femmes et baisse chez les hommes hétérosexuels. Il faut donc promouvoir la prévention combinée auprès des publics les plus fragiles, notamment les femmes migrantes, les travailleurs du sexe cis et trans, en faisant la promotion des traitements comme le TASP, la PrEP dont j'ai parlé tout à l'heure et le TPE. Je souligne au passage la bonne nouvelle dont je vous ai parlé, et c'est d'autant plus important concernant la PrEP, et c'est d'autant plus important que l'on notait en octobre 2020 une baisse du nombre de délivrances des médicaments utilisés en prophylaxie pré-exposition de 36% pendant la période de confinement liée au Covid par rapport aux estimations basées sur les chiffres de la même période en 2018 et en 2019. On est ainsi passé de près de 5 500 délivrances sur 2 semaines avant le confinement à 3 000 durant. En effet, en 2020, une autre pandémie, un autre ennemi, un autre front s'est ouvert dans la bataille. Le Covid-19 est venu entraver le chemin vers l'arrêt de la transmission en 2030. La crise a généré de multiples obstacles au dépistage. En septembre 2019, le déficit France entière était déjà de 650 000 tests dans les seuls laboratoires. Par ailleurs, il a fragilisé davantage financièrement les plus fragiles, comme par exemple et en particulier les travailleuses du sexe. Il faut donc reprendre la main, c'est bien le thème de la convention, de votre convention 2021. Face au Covid, la communauté, celle que nous formons, s'est mobilisée. J'en veux pour preuve le travail de Basilia, dont le président Didier Artaud nous parlera, mais aussi les actions de aide, Solidarité Sida, Accept Test, les Amis du bus des femmes, des professionnels du soin et les travailleurs sociaux. Et j'en oublie beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Je pourrais aussi citer Gaïa, je pourrais citer Aurore, je pourrais en citer beaucoup et je suis désolée pour ceux que je ne cite pas. Mais en tout cas, vous êtes tous extrêmement importants. Nous sommes pour certaines et certains des combattants et des combattantes de longue date. Mais nous n'avons jamais baissé la garde. Aujourd'hui, nous avons plus d'outils et d'espoir que jamais. Ce combat, je souhaite que nous le gagnions ensemble et je sais que grâce à votre action, c'est bien parti. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et vous souhaite une convention riche d'échanges et de travail. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Madame Souiris, pour votre intervention et pour avoir accepté donc d'ouvrir officiellement cette convention. Alors, comme je le précisais, cette convention, elle s'ouvre cette année sur des horizons géographiques un petit peu plus larges, avec des participants plus nombreux de divers pays d'Afrique francophone notamment. Et en ce moment, comme vous le savez peut-être également, se déroule une réunion de haut niveau aux Nations Unies, le High Level Meeting, qui est donc consacrée spécifiquement à la lutte contre le VIH et à ses enjeux pour 2025 et pour 2030. Alors, cette réunion, elle doit réaffirmer l'engagement des États en ce sens, et ce qui n'est pas une tâche facile au vu de plusieurs dissensions entre ces mêmes États sur des sujets aussi cruciaux que la levée des brevets ou le droit à l'éducation sexuelle, par exemple, pour toutes et tous, par exemple. C'est donc tout naturellement que nous avions proposé à Madame Winnie Byanyima, actuelle directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies, de bien vouloir vous adresser quelques messages pour l'ouverture de cette convention. Madame Byanyima étant bien entendu cette semaine très prise par la réunion de haut niveau, son allocution a été enregistrée il y a quelques temps et j'en profite aussi pour la remercier d'ailleurs pour d'avoir bien voulu faire cette intervention en français. Ce n'est pas sa langue maternelle, mais voilà, pour tous nos participants francophones, un grand merci à elle. Et voilà, c'est à vous, Madame Byanyima. Excellence, Madame Hidalgo, maire de Paris, Professeur Bahé Sanoussi, présidente du SIDAction, prix Nobel de médecine. Chers amis,
En tant que directrice exécutive de l'ONU-SIDA, je suis particulièrement fière de prendre part à cet événement, d'autant plus qu'en ce moment même se tient la réunion de haut niveau sur le VIH-Sida. Je voudrais commencer par féliciter toutes les équipes du SIDAction, mais aussi les associations, les militants, les chercheurs et les scientifiques qui sont en première ligne pour le succès de votre dernière collecte de fonds. Reprendre l'humain. C'est comme le souligne le thème de votre conférence, ce que nous devons faire pour atteindre notre objectif commun de mettre fin au sida. Reprendre la main. Malgré la pandémie de COVID-19 qui depuis plus d'une année nous frappe tous avec des conséquences négatives, sociales, économiques et financières, cette pandémie menace les plus fragiles et creuse encore plus les inégalités, y compris dans l'accès aux soins et aux produits de santé. Elle a eu également des conséquences négatives sur la lutte contre le VIH-Sida, la condition des femmes et des jeunes filles et le respect des droits humains. Depuis 25 ans, les efforts mondiaux concertés menés par l'ONU-SIDA ont permis de faire en sorte que parmi les plus de 7 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 23 millions aient désormais accès à un traitement antirétroviral. Toutefois, à l'échelle mondiale, 12 millions de personnes vivent avec le VIH ne sont toujours pas sous traitement. 1,7 million de nouvelles infections sont survenues en 2019 et 690 000 personnes sont mortes de causes liées au sida la même année. En Afrique de l'Ouest et du Centre en particulier, les progrès ne sont pas assez rapides. Les nouvelles infections n'ont diminué que de 25% entre 2010 et 2019. Les infections du VIH sont souvent concentrées dans les villes. Seuls 45% des personnes vivant avec le VIH ont atteint un état de suppression virale. Une des grandes inégalités concerne toujours les enfants qui représentent plus d'un tiers des nouvelles infections au VIH et le diagnostic précoce des enfants reste très insuffisant. Ces inégalités constituent des accélérateurs des épidémies. La nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le VIH des 5 prochaines années, adoptée par le Conseil de l'ONU-SIDA, exprime notre ambition commune de mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida. Pour cela, nous devons maintenir les personnes au centre des systèmes de santé et au cœur
de la riposte pour qu'elle bénéficie de normes optimales en matière de planification et de prestation de services. Éliminer les obstacles sociaux et structurels qui empêchent les personnes d'accéder aux services de lutte contre le VIH, donner aux communautés de base les moyens d'agir pour renforcer et adapter leur système afin qu'il fonctionne en faveur des personnes les plus graves touchées par les inégalités et mobiliser pleinement les ressources nécessaires afin de mettre fin au sida. Pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'une des actions prioritaires consiste à repositionner et autonomiser les communautés en tant que piliers central de la riposte multisectorale. C'est cela aussi reprendre la main. C'est pourquoi je salue le soutien inestimable qui apporte la SIDAction à de nombreuses organisations, qu'elles soient issues de la société civile, des associations de personnes vivant avec le VIH, de populations clés, de jeunes, afin qu'elles définissent leurs besoins et mettent en place des réponses, mais aussi pour qu'elles fassent entendre leur voix. Toutes ces voix nous poussent à cette ambition de reconstruire un mieux. Reconstruire des systèmes de santé qui ne laissent plus une majorité des enfants atteints du VIH dans l'ignorance de leur statut et dans l'impossibilité d'avoir accès au traitement. Des systèmes de santé dans lesquels les jeunes filles, les femmes et les populations clés peuvent opérer leur propre choix en matière de santé sexuelle, de prévention et de soins. Des environnements respectueux des droits humains et dans lesquels toutes les filles auront accès à une éducation de qualité, à l'image de ce que nous faisons avec le programme Education Plus. Ces ambitions vont connaître une avancée décisive lors de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH-Sida qui se tient en ce moment même. La réunion de haut niveau de 2021 marquera le lancement d'un nouveau combat pour les 5 prochaines années à venir en vue de réduire les inégalités qui alimentent l'épidémie de VIH et remettre le monde sur la voie de la réalisation des objectifs de 2030. Elle se déroule à un moment historique dans la lutte contre le sida. 40 ans après les premiers cas de sida signalés et 25 ans après la création de l'ONU-SIDA. C'est une opportunité énorme pour revigorer la réponse au VIH et se mobiliser
dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, notamment en s'appuyant sur les enseignements et les infrastructures déjà sur place pour le VIH afin de créer des sociétés et des systèmes de santé plus résilients, prêts à relever les défis sanitaires de demain. La pandémie de COVID-19 a rappelé combien la lutte contre le sida a changé l'approche internationale en matière de santé et a été la première à poser la question de l'accès de tous au traitement au nord comme au sud. C'est surtout ces expériences et ces acquis que nous devons bâtir pour faire face aux défis des prochaines années. C'est ensemble que nous allons atteindre nos objectifs. Il est temps de reprendre la main. Merci. Merci beaucoup, merci Madame Bianima pour cette intervention. Alors, nous sommes conscients des défis qui nous attendent à un niveau international. Nous devons lutter contre de nombreuses inégalités et aussi contre plusieurs épidémies à la fois. La plus récente et puis celle qui nous occupe depuis des décennies et probablement d'autres qui nous attendent. Sans compter une épidémie tout aussi dangereuse, sans virus, mais de celle qui met à mal les droits humains ou dégrade les conditions de vie des personnes les plus éloignées des soins dans de nombreux pays, et y compris la France à certains égards, qui n'est pas épargnée. Alors, à présent, j'ai le grand honneur d'accueillir professeur Françoise Barré-Sinoussi. Alors, il est d'usage de dire dans ces moments-là qu'on ne vous présente plus, mais comment ne pas rappeler que vous êtes prix Nobel de médecine et physiologie 2008, membre de l'Académie des sciences et membre de la National Academy of Medicine, USA, et bien entendu, présidente de SIDAction. À vous la parole, chère Françoise. Merci beaucoup Florence. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette convention SIDAction qui, ça a déjà été dit, a lieu 40 ans après l'identification du sida et au moment même du meeting de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida. Une convention, Florence l'a dit, qui a lieu dans des conditions particulières, dans des conditions virtuelles que nous regrettons tous à cause de cet autre virus, je dirais, qui est le SARS-CoV-2. Alors, cet autre virus, il a de nombreux impacts. Et le premier impact que j'aimerais évoquer, c'est un impact sur SIDAction. Un impact sur SIDAction qui, l'an passé, n'a pas pu organiser son SIDAction, qui, cette année, n'a pas pu organiser son dîner de la mode et qui, cette année encore, est obligé de reporter l'université des jeunes chercheurs qu'elle organise tous les 2 ans. Alors, tout ceci a créé beaucoup de craintes, d'inquiétudes au sein de SIDAction, des craintes sur des conséquences budgétaires, bien évidemment, des craintes aussi d'un impact sur les activités de SIDAction. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire, eh bien, ces craintes, elles n'étaient pas fondées. Elles n'étaient pas fondées parce qu'elles ne se sont absolument pas concrétisées. Et ceci, ça a été possible grâce, je dirais, à une équipe de SIDAction particulièrement dynamique, efficace, qui a travaillé d'arrache-pied, à distance, et en mettant en œuvre une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie à distance, puisque nous l'avions décidé avant l'émergence de l'épidémie de Covid. Alors, je voudrais tout d'abord dire un grand merci. Un grand merci à Florence, un grand merci à toutes les équipes de SIDAction au nom de son conseil d'administration.
Si ces craintes ne se sont pas concrétisées, c'est aussi grâce à nos donateurs, nos fidèles donateurs, au soutien aussi des chaînes de télévision qui ont permis cette année d'organiser un SIDAction dans de bonnes conditions, au soutien également de notre vice-présidente, Lynn Renaud, que j'ai eue au téléphone il y a quelques minutes et qui vous souhaite à tous une excellente convention. Et puis aussi à notre nouvel ambassadeur, Jean-Paul Gaultier, et je tiens réellement à tous les remercier aussi. Bref, SIDAction peut continuer dans de bonnes conditions pour reprendre la main et répondre aux enjeux auxquels nous devons faire face, j'allais dire les enjeux classiques, plus aussi de nouveaux enjeux que nous évoquerons certainement durant cette convention. Alors, ces nouveaux défis, ils sont en partie d'ailleurs liés à l'épidémie de Covid qui nous a rappelé un certain nombre de choses que nous savions déjà avec le VIH-Sida et qui ont été évoquées. En effet, pauvreté, inégalité, discrimination, droits de l'homme sont des mots qui résonnent en nous. La communauté VIH-Sida pour une meilleure réponse aux épidémies mondiales. Alors la question que nous pouvons nous poser, est-ce que réellement pour cette nouvelle épidémie de Covid, nous avons bien pris en considération toutes les leçons de l'épidémie de VIH-Sida? Je dirais finalement non, en tous les cas de façon totalement insuffisante à mon avis. À différents niveaux, que ce soit au niveau justement de ce que l'on savait sur l'importance des inégalités, l'importance des droits de l'homme, etc. Aussi, ça fait des années que nous disons qu'il faut renforcer les systèmes de santé, renforcer les ressources humaines. Cela est un peu fait grâce au VIH-Sida, mais visiblement, pas de façon suffisante et cette épidémie de Covid nous l'a cruellement rappelé. Des défauts aussi en termes de communication, on l'a vu lors de cette épidémie de Covid et pourtant on savait là aussi avec le VIH-Sida combien il pouvait y avoir des avantages et des risques en termes de communication. Et pour la Covid, ça s'est encore aggravé, je dirais, avec les réseaux sociaux. En termes de recherche, un domaine que je connais bien, c'est peut-être là d'ailleurs où on a peut-être encore mieux pris en considération les leçons du VIH-Sida. Si je regarde les stratégies scientifiques qui ont été utilisées dans la réponse à la Covid, finalement, ce sont des stratégies assez classiques telles que nous les avions utilisées au début des années 80 pour le VIH. C'est bien. Et ce n'est pas suffisant non plus parce que le VIH-Sida nous a aussi appris qu'en termes de recherche, il fallait travailler main dans la main, de façon multi-institutionnelle, multidisciplinaire, de façon structurée, coordonnée. Et là, encore au début de cette épidémie de Covid, on s'est très bien rendu compte qu'on n'avait pas appris suffisamment les leçons du VIH-Sida et on est en train de rectifier le tir, je dirais, en ce moment. Donc, vous voyez de nombreuses choses finalement qui nous disent les leçons d'une pandémie comme celle que nous avons vécue avec le VIH-Sida, elles n'ont pas été suffisamment utilisées pour d'autres défis que nous avons aujourd'hui et que nous allons avoir demain. Et puis, la Covid elle-même a eu un impact, ça a été évoqué, sur l'accès à la prévention, au diagnostic et au traitement du VIH-Sida. Les systèmes de santé dans les pays ont été tous extrêmement occupés. Ils ont fait face à une pénurie de professionnels de santé. La population elle-même pouvait avoir peur de contracter le Covid et donc de se rendre sur place pour avoir accès aux outils de prévention, au diagnostic et aux soins. Il y a eu également des difficultés de transport et puis aussi des difficultés dans certains pays, des retards de livraison
d'outils de diagnostic, de prévention et de soins, des pénuries en termes de fournitures, etc. Et des retards aussi, finalement, dans la mise en relation soins, dépistage, prise en charge thérapeutique. Alors, ces impacts négatifs de la Covid sur le VIH-Sida, on les a vus en termes de dépistage. Ça a été évoqué par Anne tout à l'heure pour la France, avec une réduction des tests de dépistage en France, mais aussi dans bien d'autres pays, où dans certains pays, on évoque autour de 50% de diminution de dépistage chez les populations concernées. Et puis, une réduction en termes de prophylaxie pré-exposition, de PrEP, comme Anne l'a évoqué tout à l'heure. Alors, les objectifs, finalement, 2020 de l'ONU-SIDA, vous le savez, ne sont pas atteints cette année, justement à cause, entre autres, de cette épidémie de Covid. Et pour certains, on évoque même une perte potentielle de 10 ans d'efforts pour contrôler justement ce VIH-Sida, et donc il est grand temps de reprendre la main. De reprendre la main, car aussi, y compris dans le domaine de la recherche, il y a eu et il y a toujours un impact de cette épidémie de Covid sur la recherche dans le domaine du VIH-Sida. Les laboratoires de recherche, c'était difficile d'y avoir accès durant les périodes de confinement. De plus, une grande majorité, je dirais une grande partie des scientifiques spécialisés dans le domaine du VIH-Sida ont dû rapidement se reconvertir à travailler et se mobiliser sur l'infection SARS-CoV-2 et à mettre entre parenthèses leurs travaux sur le VIH-Sida. Par exemple, il a été évoqué, je crois que c'était à la CROI, qu'il y avait eu en un an 6600 publications sur le VIH, alors qu'il y en avait eu durant la même période 66 000 sur la Covid. Donc là aussi, moins d'investissement en termes de recherche sur le VIH-Sida, ce qui bien sûr peut avoir un impact à long terme sur l'avancée de la recherche dans le domaine du VIH-Sida, sans oublier aussi une partie des financements de la recherche qui ont pu être réorientés justement sur le VIH-Sida. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre dans les années à venir. Il nous faut continuer le soutien financier de la recherche sur le VIH-Sida. Le Covid lui-même peut avoir un impact sur les personnes infectées par le VIH. Alors non, il n'y a pas plus de susceptibilité à l'infection Covid pour les personnes vivant avec le VIH. Par contre, il a été décrit un excès de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH lorsqu'ils étaient touchés par l'infection SARS-CoV-2, en particulier chez des personnes vivant avec le VIH qui présentent des comorbidités telles que de l'hypertension, du diabète, de l'obésité par exemple, ou d'autres pathologies chroniques. Tout ceci montre que nous avons face à nous de nouveaux défis, y compris dans le domaine de la recherche, pour mieux comprendre ce qui se passe chez les personnes infectées par le VIH sous antirétroviraux et qui sont touchées par une co-infection par le SARS-CoV-2. Et en particulier, je dirais, pour donner un exemple, les Covid longs chez les personnes touchées par le VIH. Qu'en est-il exactement? S'il y a une aggravation de ces Covid longs, quels sont les mécanismes, etc. Donc, nous avons besoin d'apprendre encore beaucoup de choses dans l'interaction entre ces deux maladies, ces deux épidémies que sont la Covid et le VIH-Sida. Vous voyez donc que ces enjeux sont absolument majeurs et importants. Et donc, il faut absolument pas baisser les bras. Et j'aimerais justement terminer ces quelques mots d'introduction
en saluant finalement la déclaration 2021 des États membres des Nations Unies sur la réponse contre le VIH-Sida qui vient tout juste d'être publiée à l'issue de leur réunion de haut niveau. C'est mentionné dans un des communiqués de presse que m'a fait passer Florence de AIDS Fund. Cette déclaration, elle n'a pas pu être obtenue par consensus. Et Florence l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il a fallu passer par un vote à cause de certains pays qui n'ont pas voulu fonctionner de façon consensuelle. Et on parle de certains pays comme la Russie particulièrement. Cette déclaration, pourtant, souligne des points majeurs, des points absolument urgents et importants dans ce combat contre le VIH-Sida, que sont, ça a été évoqué par Winnie, les obstacles structurels que sont la discrimination, l'inégalité entre les sexes, la criminalisation, le sous-financement et l'exclusion des personnes concernées, notamment, y compris, je dirais, les migrants. Les objectifs 10-10-10 font aussi l'objet d'un point important dans cette déclaration. C'est un point important pour essayer de réduire les inégalités auxquelles sont confrontées justement les personnes concernées par le VIH. Et cet objectif 10-10-10, il est valable pour d'ici 2025. Donc, dans 5 ans, il nous faut réduire de 10% les inégalités fondées sur le sexe et les violences sexuelles ou sexistes, de réduire de 10% les pays disposant de cadres juridiques et politiques restrictifs, de 10% les personnes victimes de stigmatisation et de discrimination. Enfin, la priorité doit être accordée aux interventions combinées de prévention VIH, c'est aussi un point extrêmement important. Et puis les engagements des États membres à éliminer la transmission verticale du VIH et mettre fin au sida pédiatrique d'ici 2025, ainsi que mettre en application les objectifs 95-95-95, sans oublier l'engagement à soutenir le leadership communautaire et sans oublier non plus l'engagement financier pleinement à la riposte au sida de ces pays membres des Nations Unies. Je dirais donc que cette déclaration politique 2021, elle est en faveur de l'objectif mondial de mettre fin au sida d'ici 2030, avec des sujets qui vont être abordés, durant toute cette convention et qui feront aussi l'objet, je crois, de notre table ronde à la fin de la convention. Voilà ce que je voulais vous dire lors de cette ouverture, tout en gardant en tête qu'on a peut-être aussi des opportunités et que tout n'est pas négatif. Et je terminerai par ce point positif. La COVID peut aussi nous être bénéfique à nous, communauté VIH-Sida, parce qu'il y a eu une forte sensibilisation mondiale au virus et à la préparation aux épidémies. Et puis, d'un point de vue de recherche, on a eu le développement d'un vaccin extrêmement rapidement pour le SARS-CoV-2. Qui sait, peut-être que la recherche vaccinale sur le VIH va peut-être pouvoir aussi en bénéficier. Alors, restons optimistes et surtout remettons-nous au combat. Merci beaucoup Françoise, à la fois pour vos remerciements qui me touchent et qui touchent évidemment toute l'équipe de SIDAction, et puis pour ce large panorama des enjeux, notamment en matière de recherche. Alors à présent, accueillons Didier Artaud. Didier est président fondateur de l'association Basiliade depuis 1993. Il est également vice-président de l'Alliance pour une gestion solidaire, qui permet notamment à plusieurs associations de lutte contre le sida de mutualiser et de centraliser leurs ressources humaines en matière notamment de gestion administrative et financière. Alors, la GS aujourd'hui, par exemple, comprend plusieurs membres comme Basiliade, Dessine-moi un mouton, Solancy ou le Bus des femmes. Et Didier est également membre du conseil d'administration de SIDAction. Son incroyable travail et celui de ses équipes a marqué cette année 2020. Et Didier va nous faire part de son regard sur la situation vécue par les associations, toutes les associations qui ont vraiment fait un travail incroyable depuis plus d'1 an maintenant. Voilà Didier, c'est à toi. Bonjour à tous.
Écoutez, merci beaucoup. Merci Madame Souiris, merci Anne, merci Françoise, merci Florence d'avoir osé lancer cette convention SIDAction malgré la période. J'ai vraiment le sentiment que le moment est particulièrement opportun pour reprendre la main. Ça fait tellement de bien et c'est tellement mouvant pour moi de nous retrouver tous ensemble, même si c'est encore à distance, pour parler de ce qui nous mobilise depuis toutes ces années, la lutte contre le sida et tout ce que cette maladie représente. C'est un combat politique qui nous unit et il me semble que le moment est venu, après cette immense parenthèse de la crise Covid, de nous retrouver tous ensemble, de remonter les manches et puis de repartir avec de nouvelles intentions pour cette nouvelle étape. Je suis qu'un acteur, on n'est que des acteurs de la lutte contre le sida. Tous ceux qui sont présents à cette convention et qui sont sans doute connectés à cet instant me compléteront. J'ai fait un petit panorama de ce qu'on a pu ressentir de ces derniers mois, mais surtout n'hésitez pas dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent à compléter tout ce que je pourrais dire et éventuellement le modifier ou à l'amender. La question, c'est quels sont les impacts de la crise pour nos associations et surtout pour les personnes que nous accueillons et que nous suivons. La première chose que je voudrais souligner, c'est que pour nous, les acteurs de la lutte contre les SIDA, il n'y a quasiment pas eu de temps de sidération. C'est-à-dire qu'après l'annonce du premier confinement le 17 mars, dans les heures, dans les jours qui venaient, toutes les associations sont mobilisées. Il n'y a pas eu de temps de latence, il n'y a pas eu de temps d'arrêt, et elles ont toutes réagi immédiatement. Et c'est une grande force, je pense, de notre milieu associatif. D'un côté, évidemment, il a fallu qu'on arrête une partie parfois importante de nos actions. J'ai pris quelques exemples, toutes les permanences d'accueil, toutes les activités, les repas de convivialité, tous les groupes de parole, la prévention, le dépistage, la plupart des TROD en milieu gay, dans les foyers, toutes les interventions en milieu carcéral, toutes les visites à l'hôpital, tout ça a dû s'arrêter brutalement et immédiatement. On aurait pu en rester là, on aurait pu se mettre au chômage partiel et attendre la réouverture, mais c'était mal nous connaître et donc immédiatement on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a créé, on a imaginé de nouvelles formes d'intervention. J'en ai noté quelques-unes. La première, c'est le développement considérable du aller vers en remplacement du présentiel. Du jour au lendemain, les personnes ne pouvant plus venir dans nos structures, nous sommes allés vers elles et je pense que c'est une grande évolution de nos actions à venir. Il y a eu la généralisation des rendez-vous, des entretiens, des groupes de parole à distance, évidemment avec l'émergence de Zoom. Zoom qui a été omniprésent pour toutes les réunions professionnelles, institutionnelles, mais pas que. Les réunions Zoom ont permis d'atteindre et de créer du collectif à distance qui n'était plus possible en présentiel. Il y a eu la mise en place de gros dispositifs de distribution, de livraison de colis alimentaires, notamment pour les personnes en situation d'urgence. On a été, je pense, tous confrontés à des situations d'extrême urgence. C'est vrai que Basiliade s'est associé avec le Bus des femmes, Destinement Mouton, Urinca, le comité des familles pour lancer une grosse opération de distribution alimentaire pendant 3 mois entre mars, avril, mai. Et ça fait partie des belles réalisations qu'on a appelées Co-Vivre, des belles réalisations qu'on a faites pendant ce premier confinement qui a été évidemment le plus dur. Il y a eu 2 dernières choses que j'ai notées, l'accélération de certaines actions en ligne, par exemple la réduction des risques, tout ce qui est prévention et présence sur les lieux de drague ou dans les établissements ou dans les foyers, tout cela a été remplacé en partie par les actions en ligne. Puis dernière chose, la mise en place d'outils de travail nomades, notamment les ordinateurs portables, les téléphones. Je pense que beaucoup de nos associations en ont profité, ont dû, sous la contrainte, mais du coup c'est une opportunité se doter d'équipements mobiles qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant, et évidemment Zoom et les groupes WhatsApp. En un mot, on a tous été très réactifs, on a tous été super créatifs, on a tous été super solidaires, et c'est ce qui nous a permis de passer cette crise le moins mal possible. Le plus gros impact, il concerne d'abord les personnes, avant les institutions, avant les organisations, il a concerné les personnes. Les premières personnes touchées ont été les personnes en situation irrégulière. La fermeture des administrations, les blocages ont empêché les démarches administratives telles que les titres de séjour ou l'AME. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en fin de droit
qui n'ont pas pu prendre de rendez-vous parce qu'elles appelaient à des numéros aux abonnés absents, et c'était un des gros soucis. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'impact dans les semaines et dans les mois qui viennent. Deuxième personnes qui ont été particulièrement impactées, ce sont les prostituées, les travailleurs du sexe. Et les travailleurs du sexe, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans aucune activité ni ressources. Et on s'est rendu compte que ces personnes en France, à cause notamment de la loi de 2016, sont des personnes qui vivent en France, mais qui n'ont aucun droit finalement. Et donc, quand toutes les aides sont développées, déployées, on s'aperçoit que ces personnes n'ont pas droit à ces aides. Les personnes sans ressources, évidemment, qui ont été une charge supplémentaire pour les associations, notamment lors de mise à l'abri d'urgence. Les hôtels coûtent cher. Il a fallu parfois mettre des personnes en urgence à l'hôtel. Et ça a été un coût supplémentaire, un coût important. Et la pérennisation de ces dispositifs est une vraie question pour nos établissements. Aussi une forme de glissement pour certaines personnes encore plus isolées que d'habitude. Notamment, je pense à certaines personnes vivant avec le VIH, les personnes seniors, qui vieillissent, qui sont déjà globalement isolés, avec un lien social assez distendu et qui ont pu donner des signes de glissement progressif tout au long des mois qui se sont écoulés. Et puis, dernière chose, c'est à confirmer, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'il y aura, on notera un certain relâchement par rapport au traitement, peut-être par rapport au chemsex, peut-être par rapport à la PrEP. Et voilà, ça sera des choses qu'il faudra qu'on analyse et pour lesquelles on soit vigilant dans les mois qui viennent. Je note 3 effets collatéraux à la crise. Le premier, sur un plan financier, on a réussi à maintenir les équilibres. Je pense que la plupart des associations ont réussi cet exploit de ne pas péricliter financièrement pendant cette année. Et je tiens à remercier évidemment les financeurs publics et institutionnels, à commencer par SIDAction, qui, dès le début de la crise, nous ont rassurés sur le fait qu'ils ne nous laisseraient pas tomber. Il y a eu les moyens mis en place par l'État, notamment le chômage partiel pour certaines parties de nos équipes. Et puis, il y a eu toute une série de dons exceptionnels de la part des particuliers, des cagnottes, de la générosité publique qui ne s'est pas démentie, et puis aussi des institutionnels, notamment la Fondation de France, la Fondation Vinci, la Ville de Paris, qui ont immédiatement réagi et très rapidement soutenu les actions qu'on mettait en place un peu dans l'urgence. La deuxième chose que je voudrais noter, c'est une forme de confiance nouvelle et inhabituelle qui s'est instaurée. Pour la première fois, certains financeurs nous ont fait confiance aveuglément, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait confiance a priori. Ils ne nous ont pas demandé des tonnes de papier, des tonnes de dossiers, ils ne nous ont pas fait des appels à projets, ils ont été réactifs, on avait des idées, on avait des pistes, il fallait qu'on agisse vite et ils nous ont soutenus vite. Et ça, c'est essentiel. Et j'espère, je rêve que ça devienne la règle pour les années qui viennent. Et le troisième point, c'est des relations nouvelles entre les différents acteurs, salariés, usagers et bénévoles. J'ai noté de façon très forte que notamment le développement de WhatsApp, les groupes WhatsApp, permettent une forme ont bousculé les relations. Elles permettent une forme d'horizontalité qui fait que tout le monde s'adresse à tout le monde, partage ses idées et ses émotions, et il n'y a plus de sachants ou de non-sachants, il n'y a plus de verticalité, mais beaucoup plus d'horizontalité. 2 grandes déceptions dans les mois qui se sont écoulés. L'absence notoire de la plupart des ARS sur les 15 derniers mois, ça a été vraiment parmi tous nos partenaires le plus absent, alors qu'il aurait dû être en première ligne. Alors on sait qu'il était en première ligne sur le Covid, mais il aurait dû être en première ligne avec nous. Et l'absence a été quand même particulièrement criante. Et puis, l'absence globalement de nos associations, des associations et des acteurs de terrain, dans un temps qui a été complètement monopolisé par les politiques et le monde médical. On se serait presque cru 40 ans en arrière, avant que toute la lutte contre le sida démarre et que les acteurs de la lutte contre le sida fassent la preuve de l'impact et de l'importance d'inclure et d'intégrer les acteurs de la lutte dans toutes les décisions. Ça n'a pas été le cas et c'est sans doute une grosse déception parce que ça veut dire que ce qu'on a construit depuis 40 ans sur la lutte contre le sida n'a pas permis de se développer ailleurs. En conclusion, quelles sont les questions et les défis qui sont posés aujourd'hui pour reprendre la main? Au niveau des personnes, ça va être très simple, c'est comment renouer les liens avec toutes les personnes que nous accompagnons et à qui nous adressons. Il y a des personnes avec qui on n'a pas encore relancé les actions. Est-ce que ces personnes vont être là? Est-ce qu'on va pouvoir les retoucher? Est-ce qu'elles font partie des personnes disparues, de vue? C'est une question.
Comment aborder un éventuel ralentissement de l'activité économique si on a à nouveau des personnes dont la situation économique se dégrade? Comment nos associations vont pouvoir en supporter la charge? Et puis, dernière chose, comment aborder les problèmes de santé mentale, parce que cette crise, notamment pour les personnes qu'on accompagne, a forcément des impacts très forts sur la santé mentale, baisse de la vigilance, décompensation pathologique, sédentarité, baisse d'activité physique, perte d'autonomie accélérée. Tout ça, c'est les conséquences sans doute inéluctables de 15 mois de crise. Au niveau des associations et de nos pratiques, est-ce qu'on saura durablement améliorer nos actions grâce à toutes les innovations que nous avons réussi à mettre en place pendant la crise? Est-ce que nous saurons continuer à renforcer nos partenariats qui sont la clé de notre réussite collective pour mener à bien toutes nos missions? Alors que le sida a 40 ans, nous avons une immense opportunité de franchir un nouveau cap. La crise en a été le déclencheur. À nous de saisir ces opportunités pour continuer de lutter et vaincre le sida dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier pour ces rappels importants, aussi sur ce qu'ont vécu les associations, et aussi leur grande force d'adaptation. Ça a vraiment été un moment clé, une vraie force pour lutter contre ces deux épidémies et continuer à lutter contre ces deux épidémies. Alors, à présent, last but not least, comme on dit en anglais, j'ai le plaisir d'accueillir Rodrigue Coffy, qui est donc coordinateur du réseau Grandir Ensemble depuis 2018, un réseau de jeunes pères éducateurs, d'adolescents et de jeunes adultes qui vivent avec le VIH et qui sont répartis, ce réseau est réparti sur 11 pays avec 18 associations membres. Le réseau est soutenu par SIDAction, dans le cadre du programme également soutenu par l'Initiative et par l'Agence française de développement. Alors, Rodrigue a une très longue expérience, une incroyable expérience personnelle et professionnelle dans la lutte contre le VIH depuis de très nombreuses années, et il met aujourd'hui son savoir-faire, ses compétences au service du réseau et des adolescents vivant avec le VIH. Et vous verrez qu'il a des messages forts à nous faire entendre en ce début de convention. Alors, il est en direct de Côte d'Ivoire. Je crus comprendre qu'il commençait un petit peu à pleuvoir et que la connexion pouvait rencontrer un petit souci. Mais Rodrigue, je te donne immédiatement la parole en espérant qu'on puisse t'entendre. Je sais qu'au cas où, on a une petite copie de secours. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers partenaires, chers amis et collègues, acteurs engagés dans la réponse contre le VIH, le sida et les autres pandémies. À l'entame de mon propos, vous me permettrez d'exprimer d'abord toute ma reconnaissance, ainsi que celle du réseau Grandir Ensemble, à SIDAction, à sa présidente, professeure Barry Siloussi, à Florence Thune et à toute l'équipe pour l'occasion qui nous est donnée donc de prendre la parole à cette session d'ouverture de la Convention 2021 de SIDAction. Une convention qui intervient après une année 2020 difficile. Difficile à bien des égards, déjà parce que la crise sanitaire actuelle a beaucoup impacté les activités, le fonctionnement de nos organisations. Année difficile parce que 2020 était aussi une année de perte de proches, de compagnons de lutte à qui nous voulons rendre ici hommage en ayant une pensée toute particulière pour notre cher Yves Yomb, dont nous commémorons la première année de départ dans quelques jours. Le 5 juin 1981, un article publié dans le rapport hebdomadaire du Centre américain de contrôle des maladies décrivait pour la première fois une pathologie inconnue chez quelques hommes et qui par la suite sera appelée SIDA. 40 années ont passé, d'énormes progrès ont été accomplis dans la connaissance du VIH et de la maladie qu'il induit, dans les soins apportés aux personnes vivant avec le VIH, l'impact de ce virus sur le monde et les grands défis qu'il pose. Malheureusement, les nombreuses avancées enregistrées depuis lors ne bénéficient pas de manière équitable à tous les adultes, enfants et adolescents touchés par cette pandémie. Des déséquilibres persistants, patents, semblent s'installer dans la durée. C'est notamment le cas avec le retard de la prise en charge du VIH chez les enfants, les adolescents, qui est très inquiétant dans les pays francophones. Et les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en constituent le miroir douloureux. Juste quelques constats. En 2021, de nombreux enfants et adolescents vivant avec le VIH continuent de vivre au rythme des ruptures d'ARV
sont encore confrontés très régulièrement au balancement entre molécules d'une période à une autre, ou doivent tenir avec des traitements qui ne sont ni diversifiés ni adaptés. Cette situation n'est pas due à la COVID-19. En 2021, l'accès à l'examen de la charge virale n'est pas disponible en continu pour les enfants et adolescents du fait de panne, de rupture de réactifs et de manque de personnel formé. À cela, il faut ajouter les inégalités d'accès à la charge virale qui sont liées à la distance. Les sites qui accèdent le plus difficilement à cet examen sont généralement tous décentralisés hors des capitales. Ça aussi, ce n'est pas le fait de la COVID-19. En 2021, alors que les données montrent que la prévalence des échecs virologiques chez les enfants et les adolescents est systématiquement supérieure à celle chez les adultes, le test de résistance, communément appelé génotypage, demeure un luxe en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est très peu disponible. Les enfants et adolescents attendent des mois, voire plusieurs années, avec un traitement qui n'est plus efficace et qui certainement les tue à petit feu. Ça non plus, mesdames et messieurs, ce n'est pas la faute de la COVID-19. En 2021, trop de programmes et politiques réduisent encore les enfants et adolescents vivant avec le VIH à leurs seuls besoins médicaux. Les nécessaires soutiens psychologiques et sociaux sont soit oubliés, soit sous-financés et constituent bien souvent les premiers postes de dépenses supprimés des budgets en cas de réduction de financement. Et ce n'est pas la COVID-19 qui empêche de comprendre que la réponse que nous devons apporter doit être globale. Depuis 15 mois, nous avons noté la fragilité des acquis en matière de réponse contre le VIH et le sida, notamment au niveau du VIH pédiatrique et chez les adolescents et adolescentes. Nous constatons même une résurgence du VIH et du sida. Cette fragilité peut en partie s'expliquer par le fait que différentes initiatives et mesures prises au niveau national pour limiter la propagation et augmenter la capacité de contrôle du COVID-19 n'ont pas, sinon que très peu pris en compte le VIH et la nécessité du maintien de services de qualité au profit des personnes infectées. La présente convention est donc une immense opportunité de débat et d'échange pour nous remobiliser, pour définir comment nous devons ensemble remettre le VIH au cœur des problématiques d'engagement des partenaires et des différentes parties prenantes. Chers partenaires, chers collègues, depuis 1981, les perceptions et attitudes sociétales vis-à-vis du VIH et des personnes qui vivent avec le virus, y compris les membres de leur famille, se sont considérablement améliorées au niveau global. Nos actions sur le terrain, les évolutions scientifiques, telles la réalité de la suppression virologique avec l'indétectabilité, une autre source d'amélioration de la qualité et de l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH ont permis d'avancer dans la bonne direction. Mais les facteurs de stigmatisation, les discriminations subies par les personnes vivant avec le VIH sont encore très fortes dans les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre majoritairement francophones, beaucoup plus que dans les pays anglophones. Ce qui entrave donc la fragilité, ce qui entrave la lutte et fragilise encore plus les acquis. En 2021, il y a encore des pays où des adolescents, adolescentes et jeunes vivant avec le VIH n'ont pas accès à certains emplois, y compris dans le public, car conditionnés par des examens sanguins ou la preuve d'un test séronégatif au VIH. D'autres perdent leurs emplois. En 2021, la situation des adolescentes et jeunes filles vivant avec le VIH reste difficile sur le terrain de la construction de leur vie familiale. Elles sont nombreuses qui vivent dans la crainte d'être refusées en mariage ou d'être répudiées par leur mari. Par peur, beaucoup d'entre elles continuent de prendre leur traitement en cachette, décident de ne pas informer leur partenaire sexuel de leur statut sérologique, augmentant ainsi les risques de contamination de ces derniers et de leur propre surinfection. En 2021, l'intégration des services de santé sexuelle et de la reproduction comme partie intégrante du paquet de soins et soutien apportés aux adolescents, adolescentes et jeunes n'est pas pour certains une évidence dans les programmes et politiques nationaux. En plus du tabou
et de la sensibilité connue qui entoure le sujet de la sexualité, il s'ajoute donc un autre blocage, une forme de négation du droit de ces adolescents, adolescentes et jeunes vivant avec le VIH d'être accompagnés, outillés, en vue d'avoir une sexualité épanouie, responsable, juste parce qu'ils et elles vivent avec le VIH. Soyons clairs, nous ne demandons pas des privilèges pour ces enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH ou ceux qui sont affectés. Régulièrement, ils nous rappellent simplement que leurs droits ne valent pas moins que ceux des autres. Pour reprendre la main, nous réclamons simplement des réponses basées sur le besoin réel, construites dans un effort de respect de leurs droits. Non pas juste le droit à la santé, mais de tous leurs droits en tant que personnes humaines. Si nous voulons réaliser les objectifs de développement durable, nous avons besoin d'eux également. Et cet effort de respect des droits doit également aider à combler les déséquilibres géographiques existants, en aidant au mieux à garantir une complétude et une qualité des services entre les capitales et les localités en province et les sites décentralisés. Oui, je le répète, nous avons besoin de tous ces enfants, adolescents et jeunes pour avancer dans notre humanité. Mais l'heure n'est pas la désespérance. Les signaux d'espoir et de nouveaux progrès possibles sont nombreux. Depuis 15 mois, dans les différents pays de ces régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec l'accompagnement de certains partenaires qui ont débloqué des fonds d'urgence et que nous voulons remercier ici, les associations communautaires et de la société civile sont encore en première ligne, au front, pour non seulement garantir la continuité de l'offre de services aux personnes vivant avec le VIH et les familles, mais aussi pour mobiliser les communautés et les populations au-delà de leur file active, afin d'aider à contrôler au mieux la crise sanitaire actuelle. L'importance des organisations communautaires est encore prouvée, elle a encore été établie. Leurs actions doivent encore plus être soutenues et leur expertise valorisée. Lorsque nous parlons des acteurs communautaires et de la société civile, pour nous, Réseau Grandir Ensemble, cela inclut naturellement et de manière indiscutable les adolescents, adolescentes et jeunes pères éducateurs ou jeunes leaders des associations. Depuis quelques années, sur le terrain, les adolescents et jeunes vivant avec le VIH, pères éducateurs, apportent plus qu'une plus-value aux associations qui mettent en œuvre cette stratégie, cette pratique. Ils et elles sont devenus un maillon essentiel dans la chaîne de soins et de réponse. Et depuis mars 2020, leurs propositions, leurs retours ont aidé à définir des actions innovantes, adaptées aux contextes nationaux et restrictions locales pour maintenir l'offre de services, limiter les pertes de vue et assurer des appuis personnalisés aux plus vulnérabilisés d'entre eux par la crise de la COVID-19. Reprendre la main revient aussi à ce niveau à faciliter encore plus leur intégration et leur participation au cadre de décision en reconnaissant ces adolescents et jeunes comme des acteurs pouvant collaborer avec le gouvernement, les institutions internationales et les autres partenaires. Nous ne devons pas continuer à juste les limiter à des participations qui se limitent donc à des témoignages lors des séminaires, des conférences. Il faut avancer. Il faut ensuite les outiller en compétences, en connaissances, en ressources afin de les rendre plus aptes à aider à la définition des contours des différents programmes, des programmes plus adaptés aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Cela inclut nécessairement qu'ils participent à l'offre de services, qu'ils prennent la parole et fassent du plaidoyer, qu'ils soient en réseau. Le réseau grandit ensemble avec l'appui de sites d'action. D'Expertise France et de l'initiative est fortement engagé sur ce dossier. Enfin, il faut également investir des fonds dans les initiatives portées par ces adolescents et jeunes pères éducateurs et jeunes leaders et surtout leur apporter des accompagnements techniques pour réussir leur mission et consolider les acquis. Ce sont donc sur ces mots d'engagement et de foi, tout en renouvelant toute notre reconnaissance au professeur Barry Sunusi, à Mme Florence Thune, à toute l'équipe de site d'action pour l'occasion qui nous a donné ce jour de prendre la parole à cette session d'ouverture de la Convention 2021. Nous voulons souhaiter à toutes et à tous de fructueux travaux et que cette Convention 2021 nous aide à reprendre la main.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Rodrigue pour ces messages très forts. Des enfants et des adolescents qu'on oublie trop souvent et dont les droits, comme tu le disais, hein, sont souvent menacés, notamment dans leur accès à la santé sexuelle et à une bonne qualité de vie. Alors, merci vraiment infiniment à tous nos intervenants. On est dans un timing parfait. Je vais même pouvoir prendre une toute petite minute pour vous présenter vraiment en 2 minutes les nouvelles missions SIDAction dont Françoise a parlé tout à l'heure. Voilà, je vais juste partager mon écran pour une petite diapo. Hop, voilà, hop, les aléas du direct, ça va arriver. Voilà. Vous allez, je pense, bientôt la voir. J'espère que vous la voyez. Je pense que vous devez la voir. Donc voilà, très rapidement, on a donc 5 missions définies pour 2025. Une première mission qui est de défendre un accès équitable et éthique à la prévention, au traitement et à des soins de qualité pour les personnes vivant avec le VIH et les personnes évidemment qui y sont le plus exposées. Une deuxième mission qui est bien sûr de soutenir la recherche pluridisciplinaire, intensifier la mobilisation des acteurs pour mieux répondre aux enjeux notamment relatifs à la qualité de vie et à la rémission, renforcer la qualité des actions menées par SIDAction, bien sûr, et par les acteurs de la lutte contre le sida et leur impact sur la santé globale des personnes. Bien entendu, lutter contre toute forme de discrimination envers les personnes vivant avec le VIH et les personnes qui y sont le plus exposées. Et enfin, sensibiliser, mobiliser et informer la population générale sur le VIH et sur les enjeux de l'épidémie en France et à l'étranger. Voilà, je voulais juste prendre ce petit temps pour voilà, vous présenter ces 5 missions. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle que donc, toutes les infos sur la convention sont sur le site de la plateforme, le programme détaillé, vous allez voir tous les intervenants, même tous les participants. Vous serez aussi invité, si vous le souhaitez, à poser vos questions pendant les sessions thématiques. Vous verrez, il y a un petit onglet interactivité que vous verrez à droite de votre écran. Il y aura régulièrement des petits rappels à ce sujet. Et voilà, on vous donne rendez-vous à 15h30 pour une première plénière d'information qui s'annonce évidemment passionnante et qui va revenir sur l'impact voilà, du Covid, sur la prévention, sur le dépistage, sur le suivi des personnes vivant avec le VIH, sur la santé publique et le suivi associatif, notamment en Afrique, et bien sûr sur la recherche. Voilà, je vous remercie infiniment et très, très bonne convention à vous.